Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est encore sur la VO. Ce coup-ci, j'ai mon thermostat qui a rendu l'âme. Donc ça, c'est une panne assez facile à diagnostiquer. En fait, si votre véhicule commence à chauffer, c'est qu'il est bloqué en position fermée. Donc là, vous n'avez pas d'autre choix que de vous arrêter. Moi, c'est l'inverse. Il est bloqué en position ouverte. Donc ça se traduit par une voiture qui ne monte plus en température puisque le liquide circule en permanence et surtout avec les températures actuelles, une baisse de chauffage. Et moi, quand je rentre le matin, je me l'écaille un peu. Donc on va voir comment remplacer ça. Et au passage, mes mères, elle a 10 ans cette année, donc on va changer le liquide de refroidissement. Bon allez hop, c'est parti. Bon, alors nous voilà face au moteur, donc pour localiser le thermostat, donc que votre véhicule soit essence, diesel, neuf, récent, ancien, collection ou n'importe quoi, c'est toujours pareil, vous trouverez toujours le thermostat au bout de la durite supérieure du radiateur. Donc chez moi, ici, il sera en dessous de la bobine d'allumage, donc il faudra sans doute que je dépose la bobine d'allumage. Vous voyez votre radiateur, il y a toujours deux durites, une supérieure et une inférieure, donc le thermostat toujours au bout de la durite supérieure. Donc je reviens vite fait sur le diagnostic, comment diagnostiquer un thermostat crevé. Donc il y a deux solutions, soit il est bloqué en position fermée, comme je l'ai dit en introduction là, votre moteur va surchauffer, donc vous n'aurez pas d'autre choix que de vous arrêter, à moins de tout flinguer. Ou alors il est bloqué en position ouverte, donc ce qui m'arrive à moi. Donc là, ce qui vous met la puce à l'oreille, c'est déjà une jauge de température qui ne monte plus. Donc là, je vous le mets en photo. Un chauffage qui devient moins performant aussi. Alors du coup, j'ai branché mon lecteur OBD. Et là, en allant au boulot, donc après un trajet de quasiment 50 km, on voit que le moteur est à peine à 70 degrés. Donc on est très loin de sa température normale de fonctionnement. Après, pour l'accessibilité, donc ici, ça va encore, c'est plus ou moins accessible. Il y a d'autres véhicules où c'est moins accessible. Hein. J'en ai démonté un la semaine dernière sur une Modus. Donc c'est celle qui a fait le joint de culasse. Donc au final, il n'y a rien qui ne s'est fait. Mais là, j'avais énormément de démontage. Après, j'en ai fait un autre sur mon PT Cruiser. Donc je vous mets le lien en haut à droite. Où là, effectivement, il était accessible de suite sans rien démonter. Donc ça dépend vraiment des véhicules. Donc voilà. Pour le liquide de refroidissement, c'est pareil, c'est pas une obligation de le vidanger. Moi, je le fais puisque le véhicule a 10 ans. Donc si vous ne voulez pas le vidanger, pensez juste à vider le vase d'expansion avant avec une seringue. Après, vous placerez un petit récipient en dessous de la durite. Vous n'allez pas perdre grand-chose, mais vous allez perdre un petit peu. Mais vous n'aurez pas besoin de purger l'ensemble du circuit. Moi, je le fais, le véhicule a 10 ans, donc voilà, il n'a jamais été changé, donc autant le faire. Pareil, avant d'intervenir là-dessus, faites le moteur froid. Moteur chaud, touchez pas au bouchon. Hein. Ça, c'est un risque à se cramer. Hein. Donc, toujours les interventions sur le circuit de refroidissement, c'est toujours moteur froid. Donc, avant de purger, dans un premier temps, on va déjà ouvrir ici. Donc là, mon moteur est froid, il n'y a aucun risque pour faire l'appel d'air. Et puis là, on va passer en dessous pour vidanger le circuit. Alors bien sûr, pensez bien à votre passer en dessous pour vidanger votre liquide de refroidissement, le chauffage position max, si c'est un chauffage manuel. Si votre véhicule est équipé de climatisation automatique, vous mettez le contact et vous mettez votre réglage sur high, donc la température la plus chaude, si c'est une bizone, bien sûr des deux côtés. Sans ça, votre radiateur de chauffage ne se videra pas. Hein. Donc là, on peut passer en dessous pour vidanger. Donc pour vidanger le liquide de refroidissement, certains véhicules ont un robinet sur le radiateur. Moi, je n'ai pas cette chance. Donc il n'y a pas d'autre solution que de défaire la durite inférieure du radiateur. Hop. Voilà. Donc pensez bien évidemment à mettre un bac de réception en dessous et ensuite on peut défaire la durite.
Alors pendant que ça s'écoule, je vais déjà repasser au-dessus et puis je vais commencer le démontage. Donc pendant que ça s'égoutte, je vais déjà défaire la bobine d'allumage. Donc pour ça, il faut débrancher les câbles. Hop. Si jamais vous n'êtes pas sûr, pensez à les marquer si vous n'êtes pas sûr de leur emplacement. Parce que si vous ne les remettez pas dans le bon ordre, ça ne va pas redémarrer. Et ensuite la bobine tient avec 3 vis. Donc il y en a une au-dessus et 2 en dessous qui ne sont pas très accessibles. Mais bon, vous les verrez sans souci. Donc, je vais déjà les desserrer. Celle-là elle est desserrée. Ensuite, niveau accessibilité, c'est pas top. Hein. Voilà, celle-là elle est desserrée aussi. Et la petite dernière. C'est pas évident parce que j'ai pas mal de bordel lié au GPL qui passe devant quoi. Donc là, je n'accède pas à la vis arrière, ça commence bien. Bon, je vais chercher une pince coupante, je vais couper tous les rilsans et on va mettre tout ça de côté un petit peu. Bon, on va faire un peu de ménage. Voilà, est-ce qu'on y arrive mieux maintenant? Essayer sans la rallonge. Ben, c'est vraiment pas évident. Hein. Voilà, là je suis dessus, et voilà. Ah bah dis donc. Donc déjà que ma douille est dessus, on va tout de suite l'enlever. On va essayer de pas la perdre. Voilà, je l'ai. Donc ça, c'était la plus chiante. Donc maintenant, ça va aller tout seul. Si j'avais un petit cliquet pneumatique, ça irait plus vite aussi. Enfin bon,
ça va le faire. Après tout, on n'est pas pressé, hein. Voilà la deuxième vis. Et la dernière, donc celle-là, elle est au-dessus. Elle est très accessible, hein, donc je vous conseille d'enlever celle-là en dernier. Au moins, votre bobine sera maintenue pendant que vous enlevez les deux autres qui sont un peu plus chiantes, quoi. Après, j'ai un peu moins de place aussi puisque elle est équipée GPL, donc forcément le vapodétendeur me dérange. Il y a pas mal de gaines en plus. Donc les AVO qui sont pas équipés GPL, il y aura un petit peu une meilleure accessibilité. Et là, on peut enlever la bobine sans tirer dessus puisque il y a bien sûr un connecteur. Donc toujours pareil, hein, la petite languette et hop, et on l'enlève. Et la bobine, elle est déposée. On met ça de côté. Hop. Et là, on y voit déjà plus clair. Donc mon boîtier thermostatique, il est là en bas. Donc il tient visiblement avec, je vois déjà 2 vis. Il y aurait 3 vis en tout. Mais surtout, je constate que j'ai une belle fuite d'huile là. Et comme ça vient de là-haut, hop, je vais essayer de vous montrer avec une lampe. Voilà, c'est bien gras ici partout. Donc je pense que j'ai une belle fuite d'huile au niveau du joint du crash culbuteur. Donc ça fera déjà l'objet d'une prochaine vidéo parce que moi je supporte pas les fuites d'huile. Voilà, donc là on voit un petit mieux. Donc là on a la sonde de température. Donc je vous conseille de la débrancher. Ça fera déjà ça en moins qui traîne dans les pattes. Et au moins pas de risque d'arracher des câbles. Ensuite on va défaire la durite. Voilà. Hop. On la déboîte. Normalement, il n'y a plus rien qui sort. Hop, juste un petit peu. Voilà, on la vide. Et là, on peut s'attaquer à la dépose du boîtier thermostatique. Donc, pour le thermostat, il tient avec 3 vis. Il y en a une ici, une là en bas et une en dessous derrière, que je ne peux pas vous montrer, mais que vous trouverez sans souci. Donc, je commence par celle-là. Hop. Et on la dépose. Et de une, on va faire la deuxième en bas aussi. Voilà. On la dépose. Et la dernière qui normalement devrait libérer notre boîtier thermostatique. Et on l'enlève. Et normalement notre boîtier, et voilà, il vient tout seul.
Donc voilà comment ça se présente. Et le thermostat, il est encore en place. Donc on va le sortir. Pour ça, suffit juste de tirer dessus. Voilà. Donc il vient avec son joint. Voilà. Donc on va poser à la pose du 9. Je vais d'abord faire un petit coup de propre avant de poser le 9. Bon, ça y est, j'ai fait un petit peu propre parce que je supporte pas quand c'est gras. J'ai également dégraissé entièrement mon boîtier thermostatique. Donc maintenant, on peut poser à la pose du thermostat 9. Là, je vous mets la référence. J'ai choisi un thermostat de la marque Gates. Donc voilà. Il y a une autre référence ici. Ben non, c'est la même. Ouais. Donc voilà. Donc le thermostat se présente comme l'ancien, avec bien sûr hop, un joint neuf. Hein. Voilà. Donc pour la pose du thermostat, là, il faut quand même faire attention parce que comme vous pouvez le voir, il est excentré. Donc la partie là est ronde. Donc en fait, on pourrait le mettre dans n'importe quel sens dans le boîtier. Mais en fait, il y a quand même un petit sens à respecter. C'est que ici, il y a une petite soupape. Enfin, c'est un petit passage hein, qui permet quand même le passage d'un minimum de liquide. Et ça doit être vers le bas. Donc comme mon boîtier thermostatique est fixé comme ça, ben en fait, lui, il doit être là, entre les deux fixations là. Donc, pour ça, on y pose le joint neuf. Donc c'est un joint avec, avec une gourge, hein, donc qu'on met autour du thermostat. Il est un petit peu plus large, mais c'est normal, c'est pour qu'une fois qu'il soit dans ce boîtier, qu'il serre bien l'ensemble. Donc là, pour pas me tromper, donc ouais, c'est bien comme ça. Et là, voilà. Donc là, il est en place. Ben non, je me suis trompé, pardon. Comme ça, voilà. Donc là, il est en place puisque il vient comme ça. Et donc ma petite soupape, elle est bien vers le bas. Donc là, il s'agit de le replaquer contre en faisant attention que rien ne bouge, bien sûr. En fait, je me rends compte qu'il y a un souci puisque quand je le mets contre, je ne sens pas le joint appuyé. Donc ça me plaît pas du tout. Donc là, je suis en train de me demander si j'ai au moins la bonne pièce. Donc je vais le comparer avec le vieux. Hop, on va faire ça ensemble. On enlève le joint. Et visiblement, ça a l'air d'être pareil. Bon, le mien il est un peu plus court, mais bon, ça c'est pas grave. Hein, parce que ça c'est à l'intérieur. Est-ce que c'est au niveau du joint? Alors du coup, mon vieux joint n'est pas foutu. Je vais quand même voir pour le nettoyer et essayer avec le vieux joint. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient avec les pièces qu'on achète sur internet. Des fois, il n'y a aucun souci, mais des fois, on reçoit des trucs approximatifs. Je veux dire, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc là, il se passe quoi si je mets ce joint là sur mon thermostat neuf? Hop, voilà.
Donc on va voir ce que ça donne avec le vieux joint, hein. Donc par contre tout à l'heure j'ai dit une grosse connerie, hein. Donc le petit clapet bien évidemment en haut, pas en bas, hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit en bas, hein. Donc c'est ce clapet qui facilite la purge. Donc bien évidemment il se mettra en haut, hein, puisque forcément l'air monte. Donc là avec le vieux joint, déjà on sent que il rentre quand même. Là, ça a l'air beaucoup mieux. On va voir. Ah bah oui. Là, quand je le plaque contre, là au moins on sent que ça presse le joint. Donc à faire gaffe avec cette référence de chez Gates, hein. Donc soit à éviter, soit comme moi à reprendre l'ancien joint. Ouais, parce que si le joint n'appuie pas, on aura un souci d'étanchéité. C'est pas après pour redémonter la bobine, tout le bordel, ça sert à rien. Et la petite dernière. Donc le thermostat neuf est en place avec le vieux joint, puisque le nouveau joint, ben, ma foi, il est trop petit. C'est dommage. Donc à se méfier avec cette référence de chez Gates, ou à reprendre l'ancien joint comme moi j'ai fait. Donc à partir de là, on peut remettre notre durite. Hop. Et merde. Zut. C'est pas évident. En fait, je passe mes bras entre les trépieds de mon support. Fallait que ça arrive. Merde. Je me suis fait avoir parce qu'en fait j'ai mon collier qui est juste en dessous de mon vapodétendeur. Allez hop, on redéboîte un petit peu, pas besoin entièrement. Je repositionne ma pince. Voilà. Tout de suite l'avancée. Voilà, on met le collier en place et on relâche. Et la durite est en place. Donc tant qu'on est là-haut, on va repositionner la bobine. Ça, je sens que ça va être bien rigolo aussi. Avant ça, on va quand même récupérer notre petit faisceau là. Pense à rebrancher la sonde de température. Voilà. On rebranche la bobine. Voilà. Et on la présente à sa place. Je vais déjà mettre la première vis du haut. Au moins je serai sûr que les autres trous ils seront bien en face.
sans serrer bien sûr. Hop. Voilà. Et puis là, on va faire la chiante là derrière. Il faut toujours qu'il y ait un truc chiant. Incroyable. Voilà. Donc c'est quand même plus facile avec une douille longue, hein, donc à savoir. On va s'occuper de celle-là. Et merde, ça recommence. Hop. Désolé. Voilà. Et la dernière. Que du coup là, je vais faire avec ma douille normale et ma petite rallonge. Voilà. Et voilà. Et on peut repasser au branchement des bougies. Alors si jamais vous êtes paumé, la bobine elle est numérotée. Donc vous avez ici cylindre 1, cylindre 4, et ici cylindre 2 et cylindre 3. Il y a une petite numérotation ici. Je sais pas si on la voit. Enfin ouais, vous la verrez. Je vais pas zoomer dessus maintenant. Et à savoir que le cylindre 1, quand vous êtes face au moteur, c'est celui-là à gauche. Donc vous avez 1, 2, 3, 4. Donc si jamais vous êtes paumé dans le branchement des câbles de bougie, il suffit juste d'enlever le cache là. Donc il tient avec 2 vis ici et 2 vis à l'arrière. Vous soulevez le cache, vous verrez les câbles de bougie. Donc le cylindre 1 ici, le 2 là, le 3 ici et le 4 là, tout simplement. Parce que si vous ne branchez pas dans le bon ordre, ben ça ne démarre pas. Voilà, donc là on a fini. On va repasser en dessous pour rebrancher la durite, et après on mettra le liquide de refroidissement neuf. Allez hop, quand même mettre le collier par en dessous, ça va me faciliter l'accès, parce qu'avant il était au dessus. Voilà. Du coup là, on rebranche notre durite. Voilà, on met le collier en place. Ouais, pas plus évident. Merde. En fait, j'ai des câbles qui me gênent là. Voilà. Et voilà. Donc le collier est en place. Et on peut repasser au-dessus pour le remplissage. Bah, je suis désolé, j'ai oublié de lancer l'appareil au moment du remplissage. Donc comme on a tout remis en place, le thermostat neuf est en place, les durites sont en place. Donc moi j'ai commencé à remplir, mais j'ai oublié de filmer. Donc d'après la revue technique du véhicule, il y a 5 litres, 5,2 litres de liquide de refroidissement. Donc comme je pense que le radiateur ne s'est pas vidé entièrement, à mon avis, si on passe 5 litres, ça devrait être bon. Donc je disais aussi que ce véhicule n'est pas équipé de vis de purge, contrairement à d'autres. C'est une purge qui se fait automatiquement, notamment grâce à la petite soupape là, donc qui permet à l'air de s'échapper même si le thermostat est fermé. Donc là j'ai passé quoi? J'ai passé allez, 3/4 de mon bidon. L'eau commence à stagner dans le vase d'expansion. Donc là
on peut mettre le moteur en route pour faire circuler la pompe. Voilà. Donc là, forcément le niveau est redescendu un peu. Donc là je complète jusqu'au maxi. Voilà. Je referme mon bouchon. Je vérifie quand même, hop. On va faire ça comme ça. Et vérifier là en dessous qu'on n'a pas de fuite. Bon, vous voyez rien, mais bon, moi je vois bien, visiblement c'est étanche, il n'y a pas de fuite. Donc là je vais partir faire un tour de chauffe, histoire d'amener le véhicule à sa température normale de fonctionnement. On va voir si tout se passe bien. Et puis on verra à mon retour si l'aiguille elle est dans sa bonne plage de température. Et on branchera le lecteur OBD pour voir si on est effectivement à la bonne température. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je suis revenu de mon tour de chauffe là, donc ici visiblement tout se présente bien. J'ai juste rajouté un petit peu de liquide parce qu'il en avait encore consommé un peu. Je vérifie une dernière fois que je n'ai pas de fuite. Bon, vous voyez rien, moi avec la lampe je vois très bien qu'il y a zéro fuite. Donc là on passe à l'intérieur du véhicule. Hop, on coupe la musique. On voit bien que là maintenant on peut faire ça comme ça. Ma température elle est bien de nouveau au milieu du cadran. J'ai branché mon lecteur OBD. Température en live du liquide de refroidissement 90-91 degrés. Donc voilà, tout est normal. Bon bah ça y est, le thermostat est changé. Donc on a pu voir que dans l'ensemble c'est pas très compliqué. C'est un peu dommage que le joint qu'ils ont fourni avec n'allait pas. Bon voilà, ça c'est les aléas quand on commande des pièces adaptables, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Donc on a eu de la chance, le vieux joint était encore en bon état. Donc de ce côté-là, il n'y a eu aucun souci. Par contre, ouais, j'ai vu donc qu'il y avait une fuite au niveau du cache culbuteur. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo bien sûr. Et après pour le reste, ma foi, il n'y a rien à signaler, hein, si ce n'est refaire un appoint, du moins vérifier au moins le niveau de liquide d'ici un jour ou deux, histoire de voir qu'il n'a pas bougé, au cas où une poche d'eau serait restée quelque part. Et bah, sinon c'est tout, hein, le reste, ça va se faire sans souci. Hein. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine. Adios.